Abidjan, le 10 janvier 2015, à la une de l'actualité ce samedi, la rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur Niamien Konan et la responsable de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Enjeu, trouver des solutions pour un apaisement du climat social dans les universités et grandes écoles. Des maisons qui sont construites de manière anarchique. La situation inquiète les architectes de Côte d'Ivoire qui veulent désormais prendre leurs responsabilités. Le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire entend mettre de l'ordre dans le milieu du bâtiment afin d'offrir aux Ivoiriens un cadre de vie fiable et viable. De l'actualité économique, le bilan de l'exercice 2014 du port autonome d'Abidjan. Le directeur général de l'entreprise a aussi présenté les perspectives pour 2015 du PAA, prétexte d'une cérémonie de présentation de vœux des agents du port à leur direction générale. Et puis, la presse étrangère accréditée en Côte d'Ivoire a rendu hommage hier soir aux journalistes et autres victimes tombées dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Hommage rendu à la faveur d'une cérémonie tenue hier à la maison de la presse. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans ce journal la page culture, c'est la tradition du samedi. Ce soir, on s'intéresse à la ligne d'or. C'est le titre d'un ouvrage écrit par Charles Peumont, roman qui traite du développement personnel à travers 176 pages, toute la substance et les grandes lignes dans une demi-heure. Tout d'abord ce soir, l'actualité internationale marquée par un attentat meurtrier au Nigeria. Au moins 19 personnes ont péri ce samedi lorsqu'une bombe fixée sur une fillette d'une dizaine d'années a explosé dans un marché bondé de Maïdougouri, grande ville du nord-est du Nigeria. Et suite à ce drame, le président Alassane Ouattara adresse sa compassion au peuple nigérian. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une vive émotion que j'ai appris les violences qui viennent une nouvelle fois d'endeuiller le Nigeria, notamment l'attentat à la bombe survenue dans un marché de la ville de Maïdougouri et qui ont fait des milliers de victimes et de nombreux déplacés. Le gouvernement ivoirien déplore ces intolérables pertes en vie humaine et condamne avec la dernière énergie cet acte barbare et injustifié qui vient malheureusement s'ajouter aux autres tragédies du même genre auxquelles le peuple frère du Nigeria fait courageusement face depuis quelques années. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence et au peuple nigérian tout entier mes sincères condoléances et ma profonde compassion et vous prier de transmettre mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés. Mon pays restera aux côtés de la République frère du Nigeria et de la communauté internationale pour relever le défi du terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui menace le développement et la stabilité de nos pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération. C'est signé Alassane Ouattara. Aussi, le président de la République de Côte d'Ivoire adresse sa solidarité au peuple français au lendemain des événements douloureux que le pays a connus ces derniers jours. Un message adressé à son homologue français François Hollande. Monsieur le Président, c'est avec une grande tristesse et un profond émoi que j'ai suivi les actes de violence qui ont endeuillé la France depuis l'attentat contre le siège du journal Charlie Hebdo, notamment la lâche prise d'otages intervenue à Vincennes qui a occasionné des pertes en vie humaine et de nombreux blessés, tout en réitérant ma condamnation de ces actes odieux et en renouvelant les condoléances du peuple et du gouvernement ivoirien à votre Excellence, aux familles éplorées et à l'ensemble de la presse française. Je voudrais saluer votre courage et rendre hommage à la détermination et au sang-froid des forces de l'ordre dans le dénouement maîtrisé de ces tristes événements, au moment où le monde entier se joint au formidable élan de solidarité et d'unité affichée par le peuple français pour la défense des libertés et contre l'intolérance. Mon pays s'associe à cette mobilisation. À cet effet, j'ai désigné M. Paul Kofi Kofi, ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, et son Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, pour représenter la Côte d'Ivoire à cette manifestation et marquer ainsi notre solidarité au peuple français. Je tiens à saluer le caractère républicain de cette grande marche qui nous permettra, au lendemain de ces actes barbares, d'affirmer notre détermination à lutter ensemble contre l'intolérance et l'extrémisme violent et d'appeler à l'union des nations contre le terrorisme, tout en renouvelant à votre Excellence et au peuple français la profonde compassion de la Côte d'Ivoire. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma très haute considération. C'est encore signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puisqu'on en parle, la presse étrangère accréditée en Côte d'Ivoire a rendu hommage hier aux journalistes et autres victimes tombées dans l'attentat contre Charlie Hebdo.
Hommage rendu à la faveur d'une cérémonie tenue hier à la Maison de la Presse en présence de la ministre de la Communication et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le point avec Alexis Ouedraogo. Une minute de silence et des bougies pour déchirer l'obscurité. Ce vendredi soir à Abidjan, la presse étrangère accréditée dans le pays rend hommage à Charlie Hebdo. C'est la liberté d'expression dans sa globalité qui a été touchée. On a assassiné des dessinateurs qui utilisaient du texte, mais rarement, et souvent c'était surtout des dessins qui pouvaient être compris à travers le monde. Sur les planches réalisées par Wish Magazine, cette bande de dessinateurs de presse ont dit non. On s'est senti touché d'abord en premier, même si c'est toute la famille de la presse qui est touchée. Tout naturellement, nous sommes venus pour soutenir cette initiative. L'ambassadeur de France, Georges Serres, salue ce rassemblement qui témoigne la solidarité d'un corps. Je suis Charlie, la ministre de la Communication l'affirme, il ne faut plus que cela se reproduise. Cet acte ignoble qui a été posé ne tuera pas la liberté d'expression. Cette liberté belle, qui n'est pas seulement chère au cœur des journalistes, qui est une liberté chère à l'humanité. Le droit de dire ce qu'on pense, le droit de le crier, le droit de l'écrire, le droit de le dessiner. Ce droit, il restera. Et nous devons tous nous lever contre tous ceux qui veulent la museler. L'ambassadeur de France a pour finir invité à la mobilisation ce dimanche devant le consulat au plateau. Cet hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo sera poursuivi demain en France, vous le savez. C'est sous haute sécurité que vont se dérouler des marches républicaines demain à Paris et dans plusieurs villes de province. Le pays est sous haute surveillance depuis mercredi. Au total, plus de 5500 forces de l'ordre sont mobilisées pour la marche de demain. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Le plan Vigipirate qui a été rehaussé dans la région Île-de-France et qui fait l'objet de mesures particulières sur le reste du pays devrait être conforté au cours des prochaines semaines, a indiqué le ministre Cazeneuve au sortir d'une réunion à l'Élysée. Le plan antiterroriste dans la région parisienne, lui, élevé depuis mercredi à son plus haut niveau, devrait être maintenu pour les prochaines semaines aussi et même renforcé. Dimanche, une manifestation en hommage aux victimes des attentats en France devrait se tenir à Paris. François Hollande et de nombreux dirigeants étrangers devraient y participer. Toutes les mesures sont donc prises pour que la manifestation se déroule dans le recueillement, le respect et surtout la sécurité. Entre-temps, dans les locaux du journal Libération, l'équipe du Charlie Hebdo s'est retrouvée. Il devrait plancher sur la sortie d'un numéro en ce début de semaine. Il comprendra 8 pages. Autre sujet, on en vient maintenant à cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur Niamey Konan et les responsables de l'association des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. L'enjeu est de trouver des solutions pour un apaisement du climat social dans les universités et grandes écoles. Issaïo Aboussanogo. C'est en vue d'assurer une accalmie pérenne dans les universités et grandes écoles que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niamey Konan a initié des rencontres avec les partenaires sociaux de son département. Et c'est dans ce cadre qu'il a échangé avec l'association des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre Niamey Konan entend par ce dialogue mettre tout en œuvre pour faire comprendre à tous que l'école est une nécessité. Pour cela, il faudrait que le cours se déroule dans un climat apaisé. Quant aux parents d'élèves et d'étudiants, ils ont apprécié la démarche du ministre Niamey Konan et ont promis jouer leur partition afin de ramener le calme à l'université. L'actualité au niveau de l'enseignement supérieur, c'est évidemment la grève qui est en cours à l'université et au niveau de Cocody. Le ministre nous a appelés pour qu'on puisse se concerter et puis créer un cadre de concertation permanente pour régler justement les problèmes des universités en Côte d'Ivoire. Et comme il se trouve qu'il y a une grève, nous avons voulu contribuer en essayant de l'aider à décanter la situation. Le ministre Niamey Konan a promis de ne pas s'arrêter à cette seule rencontre. Souvenez-vous, en 2014, plusieurs immeubles se sont écroulés pour des raisons de non-conformité aux normes architecturales. Des maisons qui sont construites de manière anarchique
La situation inquiète les architectes de Côte d'Ivoire qui veulent désormais prendre leurs responsabilités. Le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire entend mettre de l'ordre dans le milieu du bâtiment afin d'offrir aux Ivoiriens un cadre de vie fiable. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. 2014, année d'écroulement d'immeubles dans le district d'Abidjan. Au total, 8 immeubles se sont effondrés dans plusieurs communes. Les causes souvent liées d'une part à la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan, faisant d'énormes dégâts matériels et humains, et au non-respect des normes architecturales dans la construction d'autre part. Une situation que déplore le Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, la nouvelle présidente de cette organisation, Yolanda Doucouré, exprime sa ferme volonté de mettre fin à l'anarchie et au désordre dans l'habitat ivoirien. Vivre décemment dans un logement correct, c'est ça la priorité des architectes. Voilà ces gens qui ont construit. Ils ont mis 200-300 millions et l'immeuble s'est effondré. Ils ont tout perdu. Il aurait pris un peu de son argent, payé un architecte, il ne serait pas dans ces problèmes-là. C'est ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Quand ils viennent vers un architecte, vous avez un bâtiment qui va tenir 50 ans, 100 ans, sans problème. Il faut que chaque habitant de Côte d'Ivoire se dise que moi j'ai un architecte pour moi. L'architecture est une profession d'utilité publique. Nous sommes là pour les populations, pour leur bien-être, pour leur cadre de vie. Dire aux autorités que nous sommes là, nous avons envie de les accompagner pour que chaque Ivoirien soit bien logé, qu'on ait une vision pour émergente de 2020, que chaque Ivoirien ait un toit. Plusieurs actions pour un cadre bâti en Côte d'Ivoire sont à entreprendre par le Conseil national des architectes de Côte d'Ivoire. La priorité étant accordée à la sensibilisation de la population sur le métier de l'architecture et à la réforme de la délivrance du permis de construire qui devait être obligatoirement signé par un architecte. Dans l'actualité économique, le bilan de l'exercice 2014 du port autonome d'Abidjan, le directeur général de l'entreprise a aussi présenté les perspectives pour 2015 du PAA, cela à travers une cérémonie de présentation de vœux des agents du port à leur direction générale. Le récit d'Adama Kone. Infrastructure, rendement commercial ou gestion financière. Yansié, directeur général du port autonome d'Abidjan, a profité de cette cérémonie de présentation des vœux pour dresser le bilan de l'activité portuaire 2014. Au niveau des infrastructures, l'an 2014 a vu, entre autres, le lancement des travaux de modernisation du port de pêche dont le taux de réalisation est à ce jour de 60%. Tout comme le bouclage du financement des projets de construction du deuxième terminal à conteneurs, l'élargissement et l'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi. Au plan commercial, le trafic global est estimé à 22 millions de tonnes, comme en 2013, a assuré le directeur général du port autonome d'Abidjan, en attendant la publication des résultats de l'exercice 2014, prévu pour fin janvier 2015. 2014 consacre aussi la crédibilité de la signature du port autonome d'Abidjan, signe de confiance des investisseurs avec l'attribution des notes A- et A1- par l'agence de notation Bloomfield. Pour 2015, le cap sera maintenu. En 2015, beaucoup de choses sont en vue, notamment l'inauguration en juin du nouveau port de pêche, le lancement de la vie à manifestation d'intérêt pour le remplacement de 180 hectares, j'ai dit, dans la baie de Vridi, et la construction du pont entre Pietri et Zimbabwe, qui nous permettra d'avoir une troisième voie de sortie du port, en plus du port Boué et du pont Félix Houphouët-Boigny. Nous construirons également en 2015 un bâtiment qui va abriter tous les services de la facturation du port pour l'amélioration de nos chiffres d'affaires et pour faire face aux investissements et à notre quotidien. L'accent sera mis aussi sur le volet social. Les études pour la création de la mutuelle sont quasiment bouclées. Cette mutuelle devrait effectivement voir le jour en 2015. Les études relativement à la nouvelle crise salariale sont presque bouclées aujourd'hui. Avec une telle dynamique, le port autonome d'Abidjan entend se positionner comme un hub de référence internationale tant par la qualité de ses prestations que de ses infrastructures. L'enrôlement pour la couverture maladie universelle est en cours. Ce samedi, à sa résidence de Daoukro, Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est fait enrôler. Il a exprimé sa satisfaction de participer à un projet aussi important du gouvernement. Le compte-rendu de Gabriel Zani.
Henri Konan Bédié est la deuxième personnalité du pays à se faire enrôler pour la couverture maladie universelle depuis le début de l'opération, le 30 décembre 2014, où s'est fait inscrire le président de la République, Alassane Ouattara. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a reçu ce samedi 10 janvier à sa résidence de Daoukro une équipe technique de la Société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification. Après son inscription, Henri Konan Bédié exprime sa satisfaction. J'ai fait mon devoir de citoyen. Je suis très heureux d'avoir accompli mon devoir. La couverture maladie universelle SEMU est une première en Côte d'Ivoire. Le projet a été à plusieurs reprises évoqué puis stoppé. Mais cette fois-ci, le président Henri Konan Bédié est confiant quant à son aboutissement. Sous le gouvernement du président Alassane Ouattara, je crois que le projet est en très bonne voie et va aboutir définitivement. Des félicitations adressées au gouvernement, Henri Konan Bédié invite tous les Ivoiriens à faire comme lui, se faire enrôler. Cette première phase d'enrôlement pour la SEMU concerne les salariés du public et du privé, mais à terme, le projet vise tous les Ivoiriens. Des sites d'enrôlement existent déjà sur l'ensemble du territoire national. Et cette tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeuse, dans le Tankwi, région de l'ouest du pays, visite mise à profit pour inaugurer plusieurs ouvrages de développement pour le bien-être des populations sur initiative du Conseil régional du Tankwi. Après la ville de Mans, le ministre Mabry-Touakeuse s'est rendu à Danané, précisément dans les localités de Guian-Aillé et Théapleu, où une école primaire publique a été réhabilitée et un nouveau collège inauguré. F. Franck Quadion. Des machines et des diplômes de fin de formation pour une école de couture de Danané. Un don du couple Mabry pour débuter cette tournée dans le département de Danané, puis cap sur Guian-Aillé, où la délégation du Conseil régional du Tankwi, conduite par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakeuse Mabry, procède à la remise des clés d'une école primaire publique de 6 classes entièrement réhabilitée. Elle était dans un état très délabré. Très délabré. Nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'y avait pas de porte, de fenêtre. Direction ensuite Théapleu. Inauguration du tout premier collège de 4 classes de la localité. Une réalisation attendue depuis longtemps. Dans le temps, nous avons parcouru 5 à 6 km pour aller à l'école. Et nos petits frères qui viennent maintenant auront le collège juste à côté. Satisfaction des populations, des défis cependant à relever. La zone de Danané enregistre un fort déficit en enseignants, donc il va falloir jongler. Pour l'année en cours, dans cette partie de la circonscription administrative en termes d'IEP, il y a près de 500 élèves qui vont en 6e. Vous voyez déjà que c'est une demande qui est forte. C'est un collège qui sera appelé à être agrandi. Une visite sur le site de la future résidence du sous-préfet de Théapleu a mis un terme à cette journée dans le département de Danané. On parle également développement dans la région du Poro, cette fois-ci au nord. Le président du conseil régional vient de procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures socio-économiques d'un coût global de 465 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyobwe. Les populations de Kombolokura et Litiengolo, dans le département de Korogo, expriment leur joie à travers des chants et des danses. Et pour cause, elles ont désormais un pont qui relie leurs 2 localités. Pont inauguré par le président du conseil régional de Korogo, Tiemokoyade Koulibaly. Avec cette inauguration, ce sont au total 3 ponts qui sont mis à la disposition des populations. Également, 9 bâtiments de 3 salles de classe plus bureaux. Notre école était cimetière. Aujourd'hui, le président a donné à l'école à Kineka. En tout cas, vraiment, nous sommes très contents, nous sommes fiers. Un centre de santé entièrement équipé. L'avenir de ce centre de santé sera vraiment d'une grande aide pour nous. Parce que généralement, quand on a les cas, surtout quand les enfants sont malades dans la nuit, on ne sait pas quoi faire. Le temps souvent d'atteindre le village voisin, pour ceux qui n'ont pas la chance, ils perdent la vie. Quant aux élèves du collège municipal érigé en lycée, ils ont reçu des ordinateurs. Le conseil régional du Poro a aussi procédé à la pose des premières pierres d'autres infrastructures. Nous avons estimé que notre première mission, c'était d'offrir une chance à chacun des enfants de la région de pouvoir aller à l'école.
Nous avions mis en deuxième position la santé. La route précède le développement. Alors nous avons estimé que si il y a des travaux importants de pont à réaliser, vous devez effectivement le faire. Les populations ont profité de cette série d'inaugurations pour présenter des doléances, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification et l'érection de certains villages en sous-préfecture. Bien avant ces activités, le Conseil régional a tenu sa 3e session. Il en ressort que le budget de l'exercice 2015 a été adopté. Il se lève à un peu plus d'1 milliard 207 millions de francs CFA. Toujours dans le nord du pays, les populations du village de Manadoun, dans la région de Folon, ont enfin accès à l'eau potable. Depuis quelques semaines, elles bénéficient d'un château d'eau de type HVA, hydraulique villageoise améliorée, une réalisation du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Mamadou Kwasi. C'est dans cette mare jaunâtre que les animaux et la population de Manadoun s'abreuvaient à la fois depuis des années en saison sèche. Une véritable source de maladie. Dans cette localité située à environ 950 km au nord d'Abidjan, avoir de l'eau potable en saison sèche relève souvent du miracle, car les puits tarissent. Mais dans les saisons sèches, il n'y avait pas l'eau. Souvent, on n'a pas l'eau, on vient s'asseoir, on attend les puits, on fait tour à tour pour puiser l'eau. Mais depuis quelques jours, ce calvaire a pris fin grâce au président de la République. Les populations de ce village, estimées à environ 2000 âmes, bénéficient d'un château d'eau de type HVA, hydraulique villageoise améliorée. Un ouvrage réalisé à travers le PPU, programme présidentiel d'urgence. Pour les cadres de cette localité située dans la sous-préfecture de Goulia, dans la région du Folon, au nord de la Côte d'Ivoire, il faut nécessairement relever tous les défis de développement pour améliorer les conditions de vie de leurs parents. Le prochain défi, c'est ce qui est à côté de la route. Le grand défi, c'est le centre de santé aussi, qu'il faut totalement restaurer et puis permettre aux parents de se soigner dans de bonnes conditions. Représentant le ministre Adaman Tunkara, parrain de la cérémonie, Adaman Sidibé, le président du conseil régional du Folon, Cissé Sendou, on salue l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre les cas de Manadoun. Ils ont rassuré la population des actions de développement du président de la République réalisées pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La région des Folon, qui n'avait pas bénéficié depuis 40 ans d'investissements ciblés, je peux l'affirmer haut et fort que la région de Folon aujourd'hui a pris sa place vraiment dans le train de l'émergence. Je pense que ceci doit amener les cadres et les populations à l'union, à la fraternité. Parce que sans union, sans entente, on ne peut pas amorcer le train de développement. Cette cérémonie d'inauguration du château d'eau a été l'occasion pour les populations d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, grâce à qui elles ont désormais de l'eau potable à portée de main. En politique, 4 listes étaient en compétition pour les élections départementales du RDR à Cocody. 2 listes ont remporté ces élections. Les membres ont été investis. Le point avec Ben Touré et Sidonie Davila. Les mains droites levées, ils ont juré de ne servir que l'intérêt du parti. Les 2 secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains RDR Cocody, Célestin Kouala et Diaby Ben Kassamba, ont été investis par le représentant du secrétaire général par intérim, Amadou Soumaoro. Après avoir reçu leur feuille de route, ils affichent leurs priorités. Nous avons la prétention d'aider un tout petit peu les militants de Cocody dans le cadre d'une cellule solidarité. Le deuxième objet de notre action, c'est le travail. Le travail, c'est vrai que le gouvernement du docteur Alassane Ouattara est en train de faire mains et pieds pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, mais à notre humble niveau également, nous essaierons d'apporter, n'est-ce pas, quelques petites solutions à la question du travail. Ils sont désormais 2 à défendre les idéaux du parti dans la même commune, et cela en parfaite symbiose. Nous voyons naturellement, par rapport à tous les sujets à 2, nous discutons, nous échangeons avant d'aller à la place publique associée le conseil départemental, les adjoints et les commissaires politiques. Cette investiture a servi de tribune pour dire aux jeunes que bien qu'étant militants du parti au pouvoir, ils ne doivent pas rester oisifs. Tout ce qui est fait aujourd'hui, l'objectif c'est de faire en sorte que les conditions soient créées pour que chacun d'entre nous puisse se prendre en charge. De valeureux militants de la commune de Cocody ont reçu des distinctions pour leur abnégation à tenir haut le drapeau du RDR. Pour rappel, 4 listes étaient en compétition à Cocody pour le scrutin du 6 septembre et 2 l'ont remporté, celle de Célestin Kouala et de Diaby Ben Kassamba. Près de 2 semaines après le drame qui avait causé la mort de Malik Fall,
Le jeune homme de 32 ans, ses proches, sa famille et plusieurs personnes touchées par cette tragédie lui ont rendu hommage. Pour rappel, Malik Fall avait été abattu dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier par un magistrat qui, lui, est actuellement aux mains de la justice. On fait le point avec Abou Sanogo. Beaucoup d'émotions ce matin dans le quartier 166 logements ou quartier lycée technique dans la commune de Cocody. Une cérémonie d'hommage et de recueillement à l'honneur de Malik Fall Habib, jeune homme tué à bout portant par le magistrat Kwasi Placide dans la nuit de Noël dernier. En rang serré et digne dans la douleur, parents, amis, proches et connaissances de Malik Fall Habib se sont souvenus de lui à travers une grande procession. La procession est partie du domicile familial où, vêtus de t-shirts à l'effigie de Malik Fall Habib, ils se sont rendus au pied de l'immeuble où le drame s'est produit. Prière et recueillement pour le repos de son âme, le tout dans une ambiance lourde. Réjouis-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, pleine de grâce. Digne dans la douleur, la famille éplorée a réitéré ses remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour leur soutien. Malik Fall Habib était âgé de 32 ans et père de 2 enfants. Il a été arraché à l'affection de sa mère dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre 2014 par la faute du magistrat Kwasi Placide. En bref et en image, les autorités indonésiennes ont annoncé avoir retrouvé la queue de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé en mer de Java. Une queue qui a été remontée grâce à l'aide des experts déployés sur le terrain pour retrouver l'épave de cet avion qui s'est abîmé en mer depuis maintenant quelques jours. Pour rattraper le retard sur le développement, les fils et filles du district du Denguélé se mobilisent. Ils veulent créer un cadre de concertation pour unir les forces afin de faire face aux défis du développement. Pour atteindre cet objectif d'union et de solidarité, ils se confient au guide spirituel afin de solliciter des prières. Cette cérémonie de prière a réuni plusieurs cadres du district du Denguélé. Mamadou Kwasi. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam, ou le Maoulid, comme facteur de cohésion et d'union, c'est désormais le leitmotiv des fils et filles du district de Denguélé pour le développement de leur terroir. Ce district regroupement les régions du Kabadougou et du Folon, des régions situées au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de l'organisation éclatée du Maoulid a été l'occasion pour les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire de réaffirmer leur engagement pour l'amélioration des conditions de vie de leurs parents. Mais cela passe nécessairement, selon eux, par l'union et la solidarité. Je souhaiterais que les fils, les cadres surtout, soient vraiment unis, qu'on laisse des palabres inutiles. Pour réussir ce pari, les cadres s'associent aux guides religieux, surtout au Cheikh Maké Bouaké Samassi, pour solliciter l'assistance du Tout-Puissant. Une assistance spirituelle pour motiver les uns et les autres pour le redécollage socio-économique du Denguélé. Un nouveau district, grâce à son excellence Alassane Ouattara, ce que nous pouvons lui rendre, le travail dans l'union et la fraternité. C'est tout ce qu'il demande au peuple du Denguélé. Et nous sommes prêts à lui offrir cette union. Le ministre Gaussou Touré, cadre de la région, a profité de cette rencontre pour informer la population de la visite prochaine du chef de l'État dans le district du Denguélé. C'est pourquoi il invite tous les enfants du district à se mobiliser pour faire de cette visite une réussite. Les prochaines visites d'État, ça sera dans le Denguélé. L'ensemble des problèmes d'eau potable, d'électricité, de voirie et de développement réel du district du Denguélé. Tous les guides spirituels de la région du Kabadougou, avec à leur tête le Cheikh Maké Bouaké Samassi, guide spirituel du Kelenjan, ont saisi l'occasion pour faire des prières à l'endroit du président de la République pour réussir son programme de développement de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la cohésion et l'union des fils et filles du district de Denguélé. Bienvenue dans la page culture, c'est la tradition tous les samedis. Une actualité culturelle marquée par le Festival international de reggae. On suit le reportage d'Abou Sanogo. Ça y est, Abidjan, 3e capitale mondiale du reggae, a désormais une lucane pour célébrer ce rythme prisé. Il s'agit du Festival international de reggae dénommé Abi Festival. Il va favoriser la mise en place d'un pont culturel entre les Caraïbes et l'Afrique.
La première édition va englober un volet d'échange intellectuel à travers un colloque qui se déroulera le 9, 10, 11 et 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. Promoteur de ce grand événement, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, profitant de la présentation du projet à son homologue de la culture et de la francophonie, Maurice Kwaku Bandama, situe les enjeux. Pour l'instant, donc ceux qu'on a retenus qui sont confirmés, Third World qui sera là, on a Morgan Heritage qui sera là, les High Trees donc, qui seront là, et bien sûr un des enfants de Bob Marley qui s'appelle Kimani Marley. Le ministre Maurice Bandama s'est réjoui de la mise sur pied d'un tel festival. Nous sommes heureux de cette initiative prise par monsieur le ministre d'État, faire un festival de reggae. Le reggae est une des plus grandes musiques du monde. Donc c'est une musique qui permet de rassembler. Pour les artistes ivoiriens, ce festival consacre le retour du reggae sur ses terres d'origine. Je pense que l'initiative prise par le frère Dosso est à louer. Pourquoi? Parce que les Jamaïcains, on dit que le reggae vient de Jamaïque. Les Jamaïcains disent que le reggae vient d'Afrique. Parce que par transitivité, si les faiseurs de reggae sont africains, donc le reggae est cette parcelle de culture africaine enfouie en eux qu'ils ont essayé de ressortir pour se faire une identité. De nombreux stades du reggae sont annoncés à ce festival. Nous allons échanger dans cette page culture avec notre auteur Charles Peumont autour d'un livre, La ligne d'or, un rêve, un objectif à atteindre. Ces mots définissent donc la ligne d'or, titre qu'a donné Charles Peumont à son œuvre. Ce roman incite chacun dans sa vie de tous les jours à avoir une ligne d'or, en mettant un accent particulier sur le développement personnel et fait découvrir les subtilités de la psychologie féminine. Avant d'échanger avec l'auteur, nous suivons ce reportage de Sita Soro commenté par Abou Sanogo. Quiconque veut atteindre les sommets de l'épanouissement humain doit apprendre à marcher en direction de la ligne d'or, c'est-à-dire se projeter bien au-delà des difficultés et des contingences visibles, se battre pour s'accomplir, sachant d'avance que rien ne s'octroie, tout s'arrache. C'est en ces mots que Charles Peumont invite tout un chacun à atteindre la ligne d'or, titre qu'il a donné à son œuvre romanesque. Il exhorte ainsi toute personne à avoir un rêve, un objectif qu'il s'évertuira à atteindre malgré les péripéties auxquelles il sera confronté. Cette œuvre trace le parcours d'une jeune fille, de l'enfance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence, a dû lutter contre les vicissitudes de la vie afin de rester intacte physiquement et moralement pour atteindre sa ligne d'or, représentée par le mariage dans la chasteté et un travail honorable, aidé en cela par ses parents. En 176 pages, Charles Peumont, auteur, éditeur et journaliste, démontre par la mort de Vanessa et Clara, deux sœurs jumelles qui ont fait de leur corps et par là de leur vie des objets de peu de valeur, qu'il y a des inconvénients à vouloir mener une vie de débauche et de libertinage. La ligne d'or se présente ainsi comme une source d'édification pour les jeunes et un apport précieux pour les parents dans l'éducation de leurs enfants. Charles Peumont, bonsoir. Bonsoir Ali. Le titre de votre œuvre est évocateur, La ligne d'or. C'est quoi la ligne d'or? La ligne d'or, j'ai presque envie de dire que après ce reportage, Ali, l'émission est terminée, je me lève, je m'en vais. J'ai presque envie de le dire parce que l'élément a bien résumé ce que c'est que la ligne d'or. La ligne d'or, c'est l'objectif ultime que chaque individu doit pouvoir se fixer. Cela peut venir dans l'enfance, cela peut venir dans l'adolescence, cela peut venir dans l'âge adulte, mais il faut un moment précis s'arrêter et se dire, je suis là pourquoi sur cette terre? Quel objectif ultime à atteindre? Alors, dès cet instant-là, l'individu commence à s'organiser pour atteindre son objectif principal, qui est la ligne d'or, sans se laisser distraire par tout ce qui peut venir comme opposition ou comme adjuvant. Le plus important, c'est d'avoir le regard fixé sur ce que l'on veut exactement, pour soi, comme pour sa famille, comme pour son pays, comme pour son continent, comme pour notre monde. Charles Peumont, essentiellement, vous traitez de développement personnel, vous-même vous l'avez dit, mais à la différence de bien d'autres ouvrages de développement personnel, vous avez choisi la littérature romanesque pour partager cette espérance en la vie que tout homme doit avoir. Pourquoi? Oui, parce que généralement, les textes de développement personnel sont des ouvrages didactiques où un individu
du haut de son magistère, donne des leçons. Et moi, je ne me suis jamais vu comme un donneur de leçons. J'ai préféré passer par un personnage anonyme d'ailleurs, pour vivre une expérience, traverser des moments, et chacun en tire des leçons. Donc ce sont des leçons collectives que nous tirons, autant la narratrice que le lecteur. Nous les tirons ensemble, et je pense qu'il y a une meilleure adhésion au message que l'on veut véhiculer. Parce que si moi, je me mets dans une position de magistère et que je commence à donner des directives, quelqu'un pourrait se dire, mais pour qui se prend-il? Mais à travers la lecture, il y a une complicité entre la narratrice et les autres personnages et le lecteur. À partir de ce moment-là, les leçons qu'on en tire sont des leçons qu'on applique à soi-même pour son développement personnel, pour un accomplissement de soi. Et ce qui caractérise cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal, mais plutôt une narratrice anonyme, vous l'avez dit tantôt, qui incarne cette ligne d'or dont vous parliez en relatant ces différentes expériences de la vie. Ce sont des expériences dont on doit s'inspirer. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai préféré avoir quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui n'a pas de nom, mais quand même une personne. J'ai préféré choisir une femme parce que je pense qu'il y a une femme en chacun de nous. Et la femme est porteuse de la vie. Donc, j'ai préféré choisir une narratrice. Mais cette narratrice doit être perçue comme une personne, afin que chaque individu puisse la ramener cette personne à elle-même et s'identifier à la narratrice. Et on voit bien dans cet ouvrage que la narratrice a pour modèle son père et sa mère. Est-ce à dire que dans le développement personnel, on doit avoir des modèles? Oui, tout à fait. On doit avoir des modèles parce que même ceux qui lisent, l'auteur devient un peu comme le père et le livre un peu comme la mère, enfin l'œuvre comme la mère. Alors que dans la vie réelle, nous avons des personnes qui quand même nous ont conçus dans l'amour. Les parents nous ont conçus dans l'amour, ils n'ont aucune raison de vouloir nous conduire dans le mur. Toutes les orientations que les parents nous donnent, tous les conseils qu'ils nous donnent, c'est pour notre bien-être. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes gens veulent affirmer leur liberté et carrément se braquer contre les parents. C'est une sorte de rébellion et au final, ces jeunes gens se rendent compte qu'ils ont raté beaucoup de choses et c'est parfois à un âge très avancé qu'ils se rendent compte de leurs erreurs et que ces personnes justement veulent s'ériger en donneuses de leçons en prenant leur vie comme des anti-modèles. Alors que nous pouvons très bien suivre les conseils des parents, des conseils des enseignants, des conseils de nos imams, de nos pasteurs pour mieux orienter sa vie. Dans l'histoire de la ligne d'or, vous voyez que ses autres camarades la trouvaient un peu ringade. Parce que tout le temps dans les jupons de maman, tout le temps dans le pain de papa. Mais finalement, elle a préféré s'assumer. Parce qu'elle a compris qu'à un moment précis de l'histoire qu'il ne fallait pas désobéir aux parents. Une seule fois, elle a tenté une expérience de rébellion où elle allait à un anniversaire. Elle a bu de l'alcool, elle s'est enivrée. Des jeunes gens l'ont remarqué et dans les toilettes, elle a failli se faire violer. N'eût été la survenue, comme par miracle, de Démosthène, qui sera plus tard son époux. Tout à fait. Alors cet ouvrage est aussi une incursion dans la psychologie féminine. Pour preuve, la plupart des autres personnages de cet ouvrage sont des femmes. Tout à fait. Moi, je pense Qu'est-ce qui explique cela? Oui, je pense qu'il est temps qu'on soit à l'écoute du message de nos mamans, du message de nos femmes. Les hommes ont assez détruit l'humanité. Un moment arrive où on doit s'arrêter pour regarder nos mères, regarder nos sœurs, parce qu'elles ont un message de paix, un message de sécurité à apporter au monde. La psychologie féminine est une psychologie qui est difficile à cerner. Et je me demande même comment j'ai fait pour réussir ce livre. Je dis bien pour réussir ce livre parce que j'ai eu déjà des échos des dames qui ont lu en France, des échos de ceux qui ont lu dans le Maghreb et des échos de personnes qui ont lu en Côte d'Ivoire et qui ont dit que j'ai réussi à mettre en valeur la psychologie féminine. Mais je pense que c'est parce que je suis très proche des femmes. Être très proche des femmes, ça ne veut pas dire les courtiser, c'est-à-dire faire des amis, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec les femmes. D'accord. Dernière question, Charles Peumont. Est-ce que vous pensez que le développement personnel peut apporter quelque chose dans l'essor des sociétés africaines? Oui, tout à fait. Dans l'essor des sociétés africaines, et je pense que lors de la dédicace, lancement officiel à Tunis, le 2 janvier, nous avons pu échanger justement avec les journalistes tunisiens. Mais même quand notre ambassadeur, son Excellence M. Bayou Idrissa, nous a reçus dans le bureau et que l'attachée culturelle, Mme Léontine Dali, nous a également reçus, nous en avons parlé. Elles ont dit qu'effectivement, l'Afrique arrive à un moment où nous devons aller vers ces ouvrages constructifs. Parce que le développement personnel, c'est un ouvrage constructif. Ce n'est pas juste une lecture de distraction, c'est une lecture d'apprentissage et d'autoconstruction.
Donc nos sociétés ont besoin de se recentrer sur l'essentiel pour s'auto-reconstruire. Et si nos sociétés africaines arrivent à se reconstruire, nous pensons que nous pouvons être la locomotive du monde, parce que le reste du monde n'a plus de modèle à apporter, mais l'Afrique a beaucoup à apporter, et il faut simplement que nous puissions prendre conscience de ces valeurs, revenir à ces valeurs pour refaire notre intérieur et repartir vers les autres pour leur apporter le génie africain. Merci à vous, Charles Peumont, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, La Ligne d'Or, dont on a longuement parlé au cours de cet entretien. On termine en sport football avec les préparatifs de la CAN. La compétition s'ouvre la semaine prochaine. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont à Abu Dhabi en préparation. Ils ont joué un match justement de préparation contre le Nigeria. Reportage. Pour leur premier test grandeur nature, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les champions d'Afrique en titre, les Super Eagles du Nigeria. Après 6 jours de préparation, Hervé Renard veut voir ses hommes appliquer à la lettre la rigueur défensive, l'anticipation et la vitesse d'exécution sur lesquelles il a fort insisté ces derniers jours. Là-dessus, le résultat de ce match amical sera plutôt anecdotique. Et ce match contre le Nigeria n'est pas un match où le résultat est important, mais quand on est des compétiteurs et qu'on rentre sur le terrain, même si on est un petit peu fatigué, il faut savoir gérer le match de telle sorte que le résultat soit positif. Faut-il le repréciser? La préoccupation de Renard est sans équivoque, posséder non pas un agrégat de joueurs de renom, mais une équipe forte, prête à montrer de l'audace et du caractère dès le 20 janvier prochain en Guinée équatoriale. Le mot d'ordre est déjà clair pour tout le monde, ne pas reculer, mais aller plutôt de l'avant avec assurance et autorité. Ce match de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire sera plutôt joué demain contre le Nigeria. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.